Avant la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les dernières vidéos. Si vous souhaitez voir un cas ou un sujet couvert par Paranormal Illustrated, alors rendez-vous sur criminalillustrated.com et remplissez le questionnaire sous l'onglet « Suggérer un cas ». Numéro 3, Kirtland, Ohio. Après la Seconde Guerre mondiale, les habitants de Kirtland, Ohio, ont découvert un énorme problème. Les habitants qui s'aventuraient dans les bois aux alentours ont commencé à signaler des apparitions et des rencontres avec une étrange créature errant dans la forêt. Les rapports variaient sur les conditions de l'expérience, mais pas sur la description de la créature. Elle mesurait environ 4 pieds de haut, presque la taille d'un enfant, avait la peau nue et sale, des griffes à la place des doigts et un crâne énorme. Il décrivait la tête de l'être selon l'histoire comme ayant la taille et la forme d'une pastèque. Et ainsi est née la légende des têtes de melon de Kirtland. Aussi fantaisiste que le nom puisse paraître, cependant, cette créature, ou ces créatures, étaient censées attaquer et passer à côté d'elles avec une intention vicieuse, essayant de griffer ou même de mordre dans leur chair comme si elles étaient à affamer. Dans les 80 années qui ont suivi ces premières observations, la légende est devenue quelque chose de plus, une sorte de conte de fées américain. Interrogez quiconque d'un certain âge dans le comté de Lake, Ohio, et vous obtiendrez probablement une version de l'histoire d'origine de Melonhead. Mais plutôt que d'être le résultat d'un cauchemar évoqué, les Melonheads de chaque histoire sont peut-être, plus horriblement, très humains. Ce qui suit n'est aucune variante de la légende de Melonhead, incorporant des détails tirés de divers récits. Après être revenu de la guerre, un homme nommé Dr Crow a décidé de consacrer son travail à aider les enfants. Pas n'importe quels enfants, mais ceux atteints d'hydrocéphalie, une maladie congénitale qui provoque une croissance excessive de la tête due à une suraccumulation de liquide céphalorachidien dans le cerveau. Le Dr Crow et sa femme ont ouvert les portes de leur manoir à ces enfants indésirables atteints d'hydrocéphalie, afin de les soigner et de prendre soin d'eux. Les choses se sont bien passées au début, mais avec le temps, le docteur a lentement sombré dans la folie à cause de son incapacité à trouver un remède. Ses méthodes pour tester les enfants sont devenues de plus en plus cruelles et extravagantes. Il injectait des produits chimiques douloureux dans le crâne des enfants, dans le faible espoir que cela puisse faire quelque chose. Il est devenu obsédé par la recherche de la cause de cette horrible affliction, et à cause de son obsession, son travail médical est devenu équivalent à de la torture. La gentille épouse du Dr Crow a vu la descente de son mari dans la folie et a décidé d'intervenir. Elle a bercé les enfants dont elle avait la charge et a supplié son mari d'arrêter ses expériences ou elle irait voir les autorités. Le Dr Crow n'en a rien voulu. Il s'est disputé avec sa femme dans le salon de leur vaste domaine. Pendant la querelle, elle est tombée et s'est cognée la tête. Alors qu'elle gisait mourante, le Dr Crow a vu l'erreur de ses voies, mais il était trop tard. Certains des enfants sont entrés et ont vu la femme morte sur le sol et tous les paris étaient ouverts. Ils se sont rués sur le Dr Crow, le déchirant en morceaux dans son propre laboratoire, parce que si la femme du docteur aimait tant ses enfants, il l'aimait encore plus. Après avoir réduit le docteur en bouillie sanglante, les enfants ont incendié le manoir. Après avoir regardé la maison brûler jusqu'à devenir cendre, ils se sont échappés ensemble dans les bois où ils ont vécu, survivant de la terre, devenant sauvages et désespérés pour se nourrir. Aujourd'hui, pour certains adolescents de la région, c'est toujours un droit de passage de se diriger vers la route de Wisner, près de l'endroit où était censé se trouver le manoir du docteur. L'ancienne élève, Bonnie Snyder, a déclaré au Cleveland Magazine en 2019 qu'elle et ses amis baissaient les vitres de la voiture pour voir si elle pouvait y avoir, ou même entendre, les têtes de melon. Sortir de la voiture demandait du courage, a-t-elle dit. C'est un conte de fées assez fantastique, si bon en fait, que d'autres régions l'ont revendiqué comme le leur. Des histoires de têtes de melon existent dans plusieurs villes du Connecticut et jusqu'à Sagatuck, Michigan, où on les appelle aussi bobbleheads. Dans chaque récit de l'histoire dans ces régions, les créatures sont vraiment des hydrocéphales.
bien que leurs origines, en tant qu'agresseurs vivant dans la forêt, tendent à les faire passer pour des évadés d'un asile de fous local, mais dans chaque cas, la principale source de nourriture pour ces créatures sont les bébés vivants. 2. Northfield, Vermont. Dans certains lieux, on la nomme la nuit du diable. La veille d'Halloween, des adolescents malicieux partent faire des farces sous le couvert de l'obscurité. Cependant, pour le lycéen Sam Harris, la farce serait pour lui une farce macabre et terrifiante qui a perduré dans la légende locale depuis lors. La nuit du diable, en 1951, Sam a pris quelques œufs dans le frigo de sa famille et les a cachés derrière son dos en disant à ses parents qu'il allait voir ses amis. Le père a fait d'un clin d'œil à son fils de 17 ans, il savait ce qui se passait. Avec une population de seulement 4000 personnes, il n'y avait pas grand-chose à faire à Northfield en 1951. Alors se rassembler avec vos copains pour causer un peu de désordre inoffensif une nuit par an était une sorte de grand événement. Le père ignorerait les œufs manquants quand il verrait Sam le matin. Mais il n'a plus jamais revu son fils. La recherche à l'échelle du comté pour Sam n'a rien donné, mais lorsque la police a interrogé les amis des garçons, ils tremblaient en racontant comment, alors qu'ils étaient dans les bois, ils avaient été confrontés à une créature à la peau blanche avec le corps d'un homme et la tête d'un cochon. Ils se sont enfuis aussi vite qu'ils le pouvaient, mais quand ils sont revenus à la voiture, Sam n'était pas avec eux. Donc, ce que vous venez d'entendre est l'essence de la légende de l'homme cochon dans le Vermont central, ou du moins le début de la légende. Ensuite, la situation devient folle car deux camps racontent l'histoire différemment. Le premier camp raconte comment Sam a été attaqué par l'homme cochon à Eden lors d'un rituel cannibale. Il attribue les origines de l'homme cochon à une liaison impie entre un fermier amoureux et son bétail. Le deuxième camp raconte comment Sam Harris est l'homme cochon, ayant été possédé par un démon. Une fois possédé, Sam a attaqué et mangé un cochon vivant d'un fermier, puis a coupé la tête pour l'utiliser comme un masque hideux. Dès lors, Sam a vécu comme l'homme cochon dans les collines montagneuses denses de la contrée, dormant la nuit dans un labyrinthe de grottes profonds et élaboré près d'une rivière appelée le lavabo du diable. On dit que la première observation concrète de l'homme cochon est survenue 2 décennies après la disparition de Sam. En mars 1971, un agriculteur près de Bloomington, Vermont, a entendu quelque chose fouiller dans ses ordures la nuit. Il s'est armé d'un fusil de chasse pour affronter quelques ratons laveurs. Mais il a laissé tomber son fusil et a fui quand il a vu l'homme cochon fouiller dans ses poubelles. L'auteur Joseph Cintro a passé toute sa vie à collecter des contes de folklore étranges et merveilleux dans son Vermont natal. Il raconte également une rencontre avec un homme cochon par un groupe de, vous l'avez deviné, adolescents qui traînaient autour du lycée de Northfield après la tombée de la nuit. L'homme cochon est sorti des broussailles et s'est approché de ce groupe, a raconté Cintro au Burlington Free Press en 2022. Ils ont crié et se sont enfuis dans le lycée, morts de peur parce que la chose qu'ils avaient vue était nue, couverte de poils blancs et avait le visage d'un cochon. La légende a pris une vie propre ces dernières années, apparaissant dans les intrigues des séries télévisées American Horror Story et Seinfeld. Selon Cintro, que Pigman soit réel ou non importe peu, c'est une merveilleuse histoire, dit-il, presque comme si elle était collectivement portée par beaucoup de gens d'ici. Quelque chose que les quelques résidents de Northfield peuvent appeler leur propre. Numéro 1, Kelly, Kentucky. Il faisait 85 degrés Fahrenheit dans le nord du Kentucky. Pas super chaud pour un après-midi d'août, mais les unités de climatisation étaient rares en 1955 et donc il faisait assez chaud pour que Naomi Johnson, âgée de 35 ans, emmène sa famille dans la rue pour se rafraîchir dans les eaux de la rivière Ohio. Alors que ses enfants éclaboussaient dans l'eau peu profonde près du rivage, Naomi s'est installée dans une bouée et a flotté à 4 ou 5 mètres pour se balancer dans les vagues d'un bateau de passage. Soudain, quelque chose agrippa sa jambe. Elle a senti des griffes s'enfoncer dans sa cheville gauche et ces griffes étaient attachées à une énorme main couverte de fourrure. Une main aussi grande qu'une casserole, a-t-elle dit plus tard.
Alors que la main la saisissait et tentait de la tirer sous l'eau noire, Naomi a frappé le pneumatique pour effrayer ce que c'était. La défense a fonctionné, la griffe l'a lâché et Naomi a nagé frénétiquement vers la rive où son fils de 13 ans, Darwin, l'a tiré sur la plage. Une fois en sécurité, la famille de Naomi a été stupéfaite de voir des égratignures profondes de 25 cm sur sa jambe. Une bosse sur son genou a commencé à enfler et une mystérieuse tache bleue est apparue sous son mollet. Après cela, Naomi Johnson a fait ce que tout citoyen responsable ferait. Elle a signalé au journal local pour avertir les autres, a-t-elle dit, de ne pas aller dans la rivière. Madame Johnson a trouvé sa photo en première page, accompagnée peut-être de quelques taquineries bienveillantes de la part de ses amis et voisins, et cela aurait dû être la fin, mais ce n'était pas le cas. Quelques jours après l'aventure bestiale, Darwin a ouvert la porte pour trouver un colonel de l'armée de l'air sur le perron. Le colonel a longuement parlé à la famille de ce qui s'était passé, et selon Darwin, en quittant la maison, il les a avertis de, je cite, « ne jamais répéter l'histoire à quiconque », fin de citation. Après son départ, la famille l'a plaisanté en disant que la créature devait être liée aux ovnis. L'attaque de Naomi a eu lieu le dimanche 14 août 1955. Le lendemain, la première page du journal Kentucky Post rapportait qu'un corps de femme manquait au pied de Samson, ayant été découvert le long des rives de la rivière Ohio ce même dimanche. 7 jours plus tard, à environ 1 heure de route au sud, une autre famille a vécu une rencontre différente, bien que tout aussi mystérieuse, dans une ville appelée Kelly. C'était tard dimanche soir. La famille Sun venait de terminer le souper et se détendait sur le porche avant de leur ferme lorsque Billy Ray, âgé de 21 ans, a aperçu quelque chose qui traversait le ciel. Il l'a montré à tout le monde, mais à ce moment-là, l'éclair avait disparu. Moins d'1 heure plus tard, le chien de la famille, Taylor, aboyait furieusement, tellement que Elmer, âgé de 25 ans, a fait une promenade jusqu'à la lisière des arbres pour voir ce qui s'y trouvait. Et c'est là qu'il les a repérés. 3 créatures humanoïdes d'environ 4 pieds de haut, avec de longs bras et d'énormes mains palmées, terminées par des griffes. Les autres sur le porche les ont aussi vues. La fille Eileen a dit plus tard au journal que les créatures étaient argentées, comme si elles avaient été faites en papier d'aluminium. Au début, le fils d'Elmer était curieux des créatures, alors quelques-unes sont sorties de la forêt dans le champ, puis encore quelques-unes et encore quelques-unes. Elmer s'est précipité à la ferme et a fait entrer tout le monde. Il a distribué des armes à feu aux hommes et a emmené tout le monde à l'étage. Pendant que les femmes et les enfants étaient au sol, Elmer et les autres tiraient sur les créatures s'approchant de la maison. Elmer a déclaré qu'il avait tiré 17 cartouches de fusil de chasse et Johnson 4 boîtes de munitions de calibre 22. Mais soit ils étaient incroyablement mauvais tireurs, soit les créatures avaient une capacité à la Néo pour esquiver les balles car les Suddens n'ont pas touché une seule chose. Les créatures se sont retirées dans la forêt tandis que l'agriculteur et sa famille montèrent dans leur camion et filaient à toute vitesse vers le poste de police le plus proche. Les policiers sont venus à la ferme mais n'ont trouvé aucune preuve d'une quelconque visite de l'au-delà. Cependant, ils ont été surpris quand des officiels militaires du fort Campbell voisin sont aussi venus enquêter. Le député George Bates a confié à la police qu'il croyait que les Sutton avaient inventé toute cette histoire, qu'ils se sont simplement monté la tête pour rien. Plus tard, il a été révélé que le Project Blue Book de l'armée de l'air avait examiné la rencontre et avait déterminé que le Sundance avait fait la guerre à un certain nombre de grands-ducs. Mais Naomi Johnson était une croyante, allant jusqu'à dire que quelle que soit la créature que le Sundance a vue sur leur ferme, était le même type de créature qu'il a attrapé dans la rivière. Quand elle a vu une représentation artistique de l'homme vert de Kelly, elle a dit à sa famille « c'est le petit diable qui m'a attrapé ». Contrairement à Madame Johnson, la famille Sun a été ridiculisée pour avoir raconté leur expérience. Le fils de Judd a dit au journal de ne pas se moquer, qu'on y croit ou non. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvée intéressante. Si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous. Une nouvelle vidéo sur le paranormal sortira chaque semaine. Si vous découvrez cette chaîne, consultez notre autre chaîne Criminally Listed.
Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges mais vrais. Vous pouvez le trouver sur la chaîne YouTube Criminally Listed. Nous avons aussi un podcast nommé Criminally Listed Presents Into the Killing sur les affaires non résolues qui ont fini par être résolues. Vous pouvez le trouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et d'autres plateformes de podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Merci